Par exemple, est-ce que Stéphane Hessel, 93 ans à l'époque, ou aujourd'hui Edgar Morin, 100 ans, ou Lynn Renaud, est-ce qu'elles vous donnent le sentiment, ces personnes, de se replier sur elles-mêmes? Je m'appelle Édouard de Henzel, je suis le président fondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, qui est un think tank dédié aux vulnérabilités du champ social et de la santé. Il a été fondé en 2018 et aujourd'hui il rassemble un peu plus de 45 organisations privées, publiques et associatives, dont la Caisse des dépôts. La raison d'être du Cercle Vulnérabilité et Société, c'est d'étudier très concrètement les vulnérabilités humaines, handicap, perte d'autonomie, les précarités, les maladies chroniques, les situations de deuil, d'aidance, de manière transversale et en lien avec les grands défis de demain que sont l'autonomie, la citoyenneté, le lien social et les grandes transitions, l'emploi également. La mission du Cercle Vulnérabilité et Société, c'est de démontrer que l'expérience des personnes vulnérables constitue une vraie richesse, un vrai levier au plan économique et social pour la société. Ce que l'on réalise, ce que l'on produit essentiellement, ce sont des notes de position thématiques avec des propositions à destination des pouvoirs publics, comme sur le sujet de la participation sociale des aînés, comme sur les vulnérabilités au travail, le lien intergénérationnel, etc. Et nous menons aussi des études et des actions qui ont pour but d'objectiver et de valoriser la contribution des personnes vulnérables. Par exemple, les deux là, que j'ai en tête, une étude, on a mené l'année dernière une étude qui met à jour les compétences pouvant être engendrées par les situations d'aidance. Et nous sommes en train de terminer une étude importante sur l'impact de l'emploi des travailleurs handicapés sur la performance globale de l'entreprise. Et les résultats sont plutôt très positifs. Pour une personne âgée ou très âgée, de ne pas avoir ou très peu d'interaction sociale, très peu de contact avec les autres, ça accroît pour ces personnes le risque d'aller vers une perte d'autonomie, une perte cognitive et même, selon certaines études, une mort précoce. Si vous voulez, pour moi, la question n'est pas tant d'avoir une vie sociale active que d'avoir un but, une envie, un désir, quand on se lève le matin, d'aller voir des amis, d'aller aider les autres, de s'engager, de partager, de travailler. Parce qu'au fond, un des buts dans la vie d'une personne âgée, ça peut être, quand elle se lève, d'aller jardiner toute la journée, mais pas forcément d'avoir une vie sociale. Il faut se méfier des généralités. Moi, je ne m'accorde pas à dire que les personnes âgées de plus de 75 ans, en règle générale, ont tendance à se replier. Parce que qui se replie? Est-ce que c'est toutes les personnes âgées? Par exemple, est-ce que Stéphane Hessel, 93 ans à l'époque, ou aujourd'hui Edgar Morin, 100 ans, ou Lynn Renaud, est-ce qu'elles vous donnent le sentiment, ces personnes, de se replier sur elles-mêmes? Non, en fait, il y a une palette de possibilités. D'ailleurs, c'est intéressant cette question parce que le cercle, son travail, c'est précisément de ne pas partir d'idées reçues majoritaires pour aller investiguer sur le terrain les vécus, le vécu des gens et leur expérience. Et je vous donne un exemple très concret. L'étude qu'on a réalisée avec les petits frères des pauvres sur le vécu de la crise sanitaire et des différents confinements, montre très clairement que certes, certaines personnes se sont repliées, se sont recluses, mais d'autres se sont ouvertes et se sont engagées. Et l'étude montre d'une manière générale que les plus de 75 ans ne constituent pas une population monolithique, un seul bloc. Le but du cercle, c'est pas de favoriser l'exercice de la vie sociale, c'est beaucoup plus de favoriser l'exercice de la vie citoyenne.
Lors des dernières élections nationales et municipales, on a mis à disposition un kit d'animation à toutes les structures sociales et médico-sociales pour aider les personnes en situation de fragilité mentale à se réapproprier ou à s'approprier leur droit de vote, à l'exercer et même à faire des propositions aux candidats. Au cercle, on a notre dernière note de position porte sur la thématique « Comment faire société avec tous les âges » pour une politique globale du lien intergénérationnel. Et dans le cadre de cette note et de ce groupe de travail, on a identifié 5 lieux sources où on pouvait prioritairement faire porter l'action. C'est-à-dire, les lieux sont la famille, les lieux de vie et l'habitat, les quartiers et les territoires, le travail et les espaces d'engagement sociaux et associatifs. Alors je vous donne un exemple. Une de nos propositions, c'est de favoriser la création de tiers-lieux. Vous savez, ce sont ces espaces informels d'échange, de partage des savoirs, d'échange de services entre communautés de proximité. Eh bien, ces tiers-lieux, ce serait bien non seulement de les multiplier, mais aussi de les envisager avec une dynamique un peu plus intergénérationnelle. De la même façon, les politiques de l'habitat et du logement, on pourrait imaginer fixer des critères plus ou moins obligatoires, notamment dans des projets de rénovation urbaine. Tout autre exemple, on peut aussi imaginer dans des EHPAD et dans des résidences-services que les EHPAD ou les résidences-services puissent incuber des start-up en leur sein. Il y a 1000 choses qui participent, qui peuvent aider à la préservation de l'autonomie, à avoir une vie citoyenne, une vie sociale, faire attention à sa santé, avoir une vie intérieure riche. Enfin, il y a 1000 choses. Et pour répondre à votre question sur l'intergénérationnel, au cercle, on a tendance à penser que muscler le lien intergénérationnel, par intergénérationnel, on entend transgénérationnel et intragénérationnel, ça peut être un bon outil pour venir amortir les crises à venir.